Le thème d'aujourd'hui, c'est comment devenir une rockstar en prise de parole en public. Donc, c'est un vaste sujet. Moi, pour me présenter très rapidement, donc, je suis formateur en prise de parole en public, auteur de Déchaînez-vous, donc, qui sort début avril aux éditions Erol. Donc, le but, c'est d'aider les gens à s'aligner avec leur mission de vie, avec beaucoup d'exercices pratiques. Et je suis aussi conférencier et comédien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler jusqu'à peu près, on va dire, midi de prise de parole en public. Et mon but, c'est vraiment de vous donner des conseils pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise dans votre prise de parole. Donc n'hésitez pas, en effet, dès que vous avez des questions, à les poser dans le chat. Et aussi, je vais faire en sorte qu'on interagisse pas mal entre nous. Donc déjà, pour moi, pourquoi l'art oratoire est utile et important? Donc, la première chose, c'est que l'art oratoire, pour vraiment remettre le contexte, c'est vraiment l'art de convaincre et de persuader un auditoire. Et en fait, on s'en rend pas compte, enfin, ou bien on s'en rend compte, mais on passe nos journées à en fait apparaître au monde et à devoir convaincre, persuader un auditoire. Ça peut être dans plein de cas. Ça peut être dans le cadre de notre activité parce qu'on présente quelque chose. Ça peut être, je ne sais pas, quand on cherche un appartement parce qu'on va quand même aussi essayer de séduire la personne pour être locataire ou propriétaire. Ça peut être en fait à plein de moments. Et donc, c'est pour ça que l'art oratoire, finalement, c'est crucial et c'est important de maîtriser quelques techniques. Est-ce que déjà, pour commencer, vous pouvez me citer un orateur que vous aimez, vous, particulièrement? Alors, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Là, je vois qu'il y a une Ouais, vingtaine de personnes, effectivement. répondez dans le L'idée, c'est chat. qu'on soit vraiment dans l'interaction. Euh, donc, dites-nous effectivement ce qu'il y a un orateur auquel vous pensez. Ouais, mais vous mettez pas de pression, pas de barrière. En gros, vraiment, le but, c'est que ce soit assez intuitif. Il y a pas de bonne, il y a pas de mauvaise réponse. On est juste là pour c'est intéressant de voir un peu, vos réponses, quoi. OK. Bon, merci pour les premières réponses. Bon, c'est intéressant à chaque fois de voir que, voilà, les gens que vous citez, c'est des gens qui en fait, sont assez influents, sont des personnes qui ont vraiment une grande communauté qui les suit. Et, donc, c'est vraiment en fait mon message et le but aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'en fait, les bons leaders, globalement, sont des bons orateurs. C'est pas forcément l'inverse n'est pas forcément vrai, mais il faut vraiment se dire en fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'être un bon leader. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui doit embarquer quelqu'un avec lui sur un projet, qui doit faire en sorte qu'il y ait une communauté qu'il fédère derrière lui, derrière certaines idées. Vous m'avez dit que ce soit Mélenchon, que ce soit Obama. Et donc, en fait, on peut être contre les idées, par exemple, de quelqu'un comme Mélenchon ou être pour. Bon, ça, on s'en fiche. Mais en fait, on est tous d'accord, en effet, pour dire que c'est une personne qui est vraiment un tribun, quoi, qui s'exprime très bien, qui a une vraie aura et qui en fait maîtrise vraiment les techniques de prise de parole en public. Et donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner ces techniques. Donc, souvent, la première chose, et on se rend compte, en fait, c'est aussi l'enjeu quand on est comédien, et ça le cas pour nous avec Timothée, déjà, c'est de réussir à dompter sa peur, en fait. Parce que on peut avoir plein de raisons d'avoir peur, et souvent, c'est quelque chose qui peut nous empêcher. Et donc, moi, déjà, je me demande, vous, spontanément, de manière très honnête, qu'est-ce qui vous fait peur, vous, dans la prise de parole en public? OK, bon, c'est hyper intéressant. Souvent, il y a le regard des autres. Donc, voilà, ça arrive tout le temps. Le regard des autres, le regard des autres, le regard des autres. Bon, c'est énorme. Et même quand on voit faire un commentaire qui n'est pas pertinent, en fait, c'est la même chose. C'est du coup être catalogué comme quelqu'un qui n'est pas pertinent, bafouiller, l'oubli, être jugé, peur de se tromper, voilà. Donc, en gros, tous les problèmes autour de la peur de prendre la parole vraiment reviennent au fait qu'on a peur de ce que vont penser les autres. Et donc, c'est intéressant, on peut avoir peur pour plusieurs raisons. Donc, le premier qui est le plus évident, c'est le regard de l'autre. Mais moi, vraiment, maintenant, moi, ce que j'essaie de me dire, déjà, c'est en fait, il faut se rendre compte que globalement, quand même,
les gens, quand je mets chacun se regarde le nombril, c'est qu'on a tendance en fait à en faire des tonnes, mais quand on est en train de passer, enfin par exemple, bon là maintenant moi c'est un peu moins le cas vu que je suis un peu plus habitué à l'exercice, mais là on peut se dire ok, c'est très stressant de prendre la parole devant plus de 20 personnes. Mais en fait au final, moi, ça va me… Si par exemple j'ai bafouillé à un moment comme ça, potentiellement on peut se dire que je vais y penser pendant plusieurs heures et tout. Mais vous, en fait, vous l'aurez oublié, en fait. Vous allez juste garder une espèce d'idée globale de ce qui s'est passé. Donc déjà, c'est la première chose, en fait. Se dire que globalement, les gens, quand même, sont plus tournés vers eux, en fait. C'est un peu la logique, genre, on est au théâtre, on passe devant des gens, on se met à nu, on a l'impression que les gens nous jugent et tout. Mais en fait, souvent, les gens qui nous regardent dans leur tête sont en train eux-mêmes de penser à ce qu'ils vont faire quand ils vont passer. Et si on réfléchit bien dans la vie, c'est souvent comme ça, en fait. Bon, c'est d'ailleurs parfois dommage, c'est que les gens sont aussi un peu tournés vers eux dans leurs pensées. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se libérer de ce regard de l'autre. Il faut aussi se dire en fait que l'autre, il est foncièrement bienveillant. Parce que si on a tous peur du regard des autres, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous pareils. Et donc, si je sais, moi, en faisant cette présentation, que vous-même, et vous me l'avez tous dit, vous avez peur du regard des autres, et ben je me dis, ok, en fait, ça me permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise parce que bah, je sais qu'en fait, vous êtes quand même bienveillant. Ensuite, parfois, il y a la légitimité. Donc, on se dit, voilà, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour. Il y a des gens qui ont commencé à l'esquisser, ce sujet. Mais en fait, il faut se dire qu'à partir du moment où vous avez des gens qui vous écoutent, à partir du moment où vous avez le cœur et l'envie de parler d'un sujet, en fait, vous êtes forcément légitime. Et les gens qui n'ont pas envie de vous écouter, qui n'ont pas envie de lire les posts que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux, en fait, ça les regarde. Et il y a aussi l'expérience passée. Il y a des gens qui peuvent me dire, OK, moi, quand j'étais en terminale, je me suis liquéfié devant le public, enfin devant ma classe, je me suis mis à trembler, à être tout rouge. C'est important de se dire en fait que c'est pas parce qu'il nous est arrivé une fois quelque chose que ça va se reproduire en fait. Au contraire, moi, je peux vous dire de manière très concrète, je me rappelle les premières fois que j'ai fait des cours de prise de parole en public dans mon ancienne entreprise, donc c'était ouais, il y a 3 ans. J'avais en fait, je me rappelle que je commençais à avoir les cheveux qui suaient. Ouais, c'est-à-dire que vous savez le moment où vous sentez en fait que vous suez et je me suis dit: «Putain, ça va se finir, je vais avoir limite des gouttes de sueur qui vont tomber par terre, quoi» et la sensation est horrible, quoi et je sais pas où je me rappelle une fois quand j'ai fait un concours d'éloquence, j'étais en finale d'un concours d'éloquence devant genre, je sais pas 200-300 personnes et je sentais que mes jambes commençaient à trembler. Mais en fait, encore une fois, souvent, la sensation qu'on a, typiquement moi, à ce moment-là, la sensation d'avoir mes jambes qui tremblent, en fait, les gens le remarquent à peine. Donc voilà, donc tout ça pour parler de la peur et de dire qu'il faut vraiment réussir à se mettre dans sa bulle et à aller au-delà de sa peur. Est-ce que vous avez des techniques pour lutter contre cette peur de la prise de parole en public? Ok, respiration. En effet, on va en reparler, mais c'est hyper utile. Ouais, donc bah, la respiration, c'est sûr que c'est hyper important. Il y a une application qui s'appelle, Respirilax que je vous ai mis sur le chat. C'est de la cohérence cardiaque et moi, je sais que j'en fais plusieurs fois par jour. Ça permet vraiment de se recentrer. Il y a un temps pour l'inspire, un temps pour l'expire. Donc c'est une application que je vous conseille. Ouais, Headspace en effet, donc tout ce qui est méditation. Bah, après il y a Petit Bambou et cetera, c'est excellent aussi. Avoir quelque chose dans la main, en effet, ça peut être utile. Après, je pense que l'idéal dans le futur, c'est vraiment de s'en affranchir, mais en effet, c'est toujours l'idée d'avoir quelque chose dans la main. La respiration, bien préparer son pitch, Candice, en effet, c'est crucial de préparer ce qu'on va dire. Ça, c'est sûr qu'à partir du moment déjà où on sait ce qu'on va dire, qu'on a fait un plan, comme dit Sophie, on est déjà beaucoup plus à l'aise. Et c'est sûr qu'à un moment, comme dit Saïd, il faut se lancer, ça c'est sûr. Donc, moi, je vais vous donner aussi quelques techniques. Donc, avant, je pense qu'il y a des méthodes qui permettent de faire redescendre le stress et augmenter la confiance. Donc, vous en avez parlé de certaines, la respiration, la méditation. Il y a aussi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se dire, OK, moi, j'ai besoin de bouger mon corps. Donc, je sais pas, de se taper les cuisses, de se taper la poitrine, d'hurler, en fait. Il y a des gens qui vont faire un «Oh!» avant de passer sur scène. Et en fait, bah, ça va leur faire du bien. Et il ne faut pas hésiter, en fait. Il ne faut pas hésiter.
faire le lion dans les toilettes. Ben voilà, Sophie, c'est une très bonne idée en fait, de faire le lion dans les toilettes. C'est clairement, c'est très bonne idée. Il y a aussi les power poses. Donc, je vous enverrai la présentation après, mais il y a un TED de Amy Cuddy, qui est une américaine, qui explique en fait qu'il y a des poses que l'on fait naturellement qui permettent en fait d'augmenter le taux de sérotonine. Donc, c'est l'hormone du bonheur. Et donc, ces poses, globalement, par contre, ça va être des poses comme ça. La pose du V, en fait, exactement, Superman. Et c'est pas pour rien, en fait. Vous voyez, à la fin, les gens qui finissent le 100 mètres, qui finissent un effort en vélo, ils sont naturellement comme ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment la position, genre, de la victoire, en fait. C'est le V de la victoire. Et Amy Cuddy explique dans son TED, en fait, que faire cette position, donc là, par exemple, je peux la tenir pendant plusieurs secondes, faire cette position pendant plusieurs secondes, ça libère vraiment de la dopamine, ça libère de la cortisol, donc l'hormone de la confiance et du bonheur. Alors qu'il y a certaines positions donc, où on peut se mettre naturellement, où on va se tenir comme ça, et là, en fait, au contraire, ça va libérer plutôt de la cortisol, donc c'est l'hormone du stress, en fait. Parce que si naturellement, on se met dans une position où on est recroquevillé, où on cache ses mains, où on cache son corps, où on est courbé comme ça, bah déjà, moi, si je fais une présentation où je suis comme ça, vous vous dites, bon, il n'est pas très à l'aise, qu'est-ce qu'il fait? Mais surtout, la personne qui fait ça n'est pas du tout à l'aise. Donc, il faut vraiment se mettre dans une position à l'aise, quoi. Hyper important. Et pendant la prise de parole en public, il y a les techniques. Et en fait, parfois, très souvent, les gens me disent, ah, mais tu sais, moi, mon grand frère, il est extraverti depuis toujours, il est bon en prise de parole, c'est plus facile pour lui, etc. Non, en fait, c'est vraiment des pures excuses. Il y a des personnes qui sont excellentes en prise de parole, qui sont profondément timides, qui sont introverties, et ce n'est pas du tout un problème, en fait. Au contraire, il faut se dire que pour moi, il y a vraiment des techniques à maîtriser. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à voir, mais on va voir vraiment les fondamentaux corporels de l'art oratoire. Il faut se dire, en fait, et ça, on ne l'a pas souvent en tête, que la force de conviction d'un discours, ça passe à 60% par le langage du corps. Donc, voilà, le langage du corps, c'est vraiment comment je bouge mes bras, la position que j'ai dans l'espace, etc. À 30% par les inflexions de la voix. On va en reparler, donc c'est vraiment la rythmique, à quel point à quel point je donne de l'énergie, à quel point je fais des ruptures, à quel point je fais des silences. Et à 10% seulement par les mots. Donc ça veut dire que c'est hallucinant parce que on peut faire 2 discours. Il peut y avoir quelqu'un qui dit quelque chose qui, dans le fond, est passionnant, mais complètement désincarné, chiant, vs quelqu'un qui va dire quelque chose d'assez creux au final, mais hyper engagé. Et à chaque fois, les gens vont dire que la personne qui a eu le langage du corps le plus pertinent, les meilleures inflexions de voix, a été le plus convaincant. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de maîtriser certaines techniques de prise de parole. Et il y a pour moi 3 techniques. 3 fondamentaux qui sont vraiment la base en fait de la prise de parole en public. Donc prise de parole en public, je dis bien que ce soit une prise de parole, que ce soit devant entre 2 et 1 million de personnes. Pour moi, c'est les techniques que je vais vous donner aujourd'hui, c'est à chaque fois les mêmes qu'il y ait 2 ou 1 million de personnes. Donc le regard, on va en reparler, le corps dans l'espace, donc on va en reparler aussi, et la voix. Donc déjà, le regard. Selon vous, comment on regarde son public? Voilà. Et vous-même, comment vous faites quoi? Quand vous prenez la parole, est-ce que vous pensez au regard? Comment vous faites? Voilà. Ok, dans les yeux, au loin, ok, c'est intéressant. Dans son ensemble, au loin, ok. Donc, bon, déjà, dans les yeux, ici, beaucoup de monde légèrement au-dessus de la tête. Voilà. Déjà, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il n'y a pas forcément un consensus. Pas fuyant, on est d'accord. On essaie de capter certains regards bienveillants. En effet, ça peut être une technique où on trouve 3 personnes. Regardez une personne plus particulièrement bienveillant. Ok. Bon, là, il y a plein de. Je regarde les personnes qui me connaissent. Donc, ça peut être une technique qui motive au début. Balayer l'ensemble des individus. Donc, faut pas balayer. Ok. Donc, non, on balaye pas. Donc, je vais vous dire en gros un peu la vraie technique. Donc, en fait, la vraie technique, c'est vraiment, on regarde son public. C'est-à-dire que, par exemple, on a 15 personnes devant nous, on va dire.
il faut vraiment faire en sorte de regarder avec intérêt son public. Et on doit vraiment, en fait, quand je m'exprime devant un public, je dois presque, en fait, à la fin de ma présentation, bon, à moins qu'il y ait 10 000 personnes, là, c'est plus compliqué, mais s'il y a 100 personnes et évidemment, là, tout ce que je dis, c'est vraiment dans le cas, c'est pas possible, c'est pas dans le cas où on est comédien et on a un spot blanc devant la tête et on voit pas le public. Ça, on est d'accord. Moi, je parle d'une conférence classique, d'une prise de parole en public la plus classique que vous avez à faire, où vous êtes devant un auditoire qui vous voit, que vous voyez. Donc là, vous regardez en fait absolument les gens un par un. C'est-à-dire que quand vous parlez, il n'y a pas de règle exactement, mais en fait, vous passez 3, 4, 5, 6 secondes sur chaque personne. Et vraiment, en fait, c'est comme si vous lui parliez. Ça veut dire que si là, moi, j'étais devant vous, il faudrait que je sois capable de dire presque à la fin de mon intervention, OK, de quelle couleur sont les yeux de Laetitia, de quelle couleur sont les yeux de Sandrine, de Sophie, de Juliette, de Clara, de Dani, etc. Je dois être capable, en fait, de mémoriser vos visages et vos regards. Parce qu'en fait, c'est vraiment, la prise de parole, en fait, c'est une rencontre, en fait. On n'est pas là, justement, pour débiter ce qu'on dit sans faire attention à ce qui se passe. En fait, c'est toujours une interaction. Et donc, en fonction de l'autre aussi, je vais m'adapter. Donc, vraiment, ça, c'est le plus important. On regarde son public. On ne fait pas de sélectif, c'est-à-dire que c'est très gênant si on a 20 personnes en face de nous et qu'on se met à fixer quelqu'un et rester sur lui. Bon, c'est gênant de 1 pour la personne à qui vous faites ça, et c'est gênant pour les autres parce qu'ils ont la sensation que vous ne les considérez pas. De la même manière, on ne fait pas de balayage. Parce qu'en fait, si vous faites un balayage, voilà, vous regardez personne et vous ne vivez pas une vraie interaction. Donc, regardez une personne, une par une, pendant quelques secondes, mais avec vraiment l'idée de lui parler. Si par exemple, moi j'ai 20 personnes dans la salle, qu'à un moment je regarde Timothée, ce que je dis s'adresse à toute la salle évidemment, mais à Timothée. Je regarde Timothée, quoi. Et on vit quelque chose. Il me regarde, je le regarde et il se passe quelque chose. Et c'est hyper puissant. Et aussi, dites-vous qu'il y a une puissance du cerveau reptilien, c'est que parfois, donc très souvent, moi je me rends compte dans tous mes coachings, etc., on se met à plus savoir ce qu'on veut dire. Et en fait, on va se mettre à bloquer, à regarder en haut, à regarder en bas. Et en fait, c'est vraiment la méthode la moins pertinente. Il faut vraiment, vraiment regarder, continuer à regarder la personne. Parce qu'en fait, naturellement, votre discours, il va revenir en fait. Et quand vous commencez en fait à regarder en haut ou en bas, ça veut dire que vous êtes dans votre tête en fait. Et à partir du moment où vous êtes dans votre tête, ça veut dire que vous n'êtes pas avec l'auditoire. Et donc Clara, tu dis difficile de regarder son discours quand on regarde vraiment quelqu'un. Non en fait, parce que c'est quelque chose que vous avez en vous. Et donc c'est sûr que ce que je vous dis, c'est on n'est pas habitué en fait. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de discours, de conférences qui ne sont pas bonnes, où le public n'a pas l'impression d'être pris en considération et où il ne se passe pas un vrai échange en fait. Parce que si par exemple vous prenez un verre avec 3 amis, vous leur racontez, je sais pas, votre week-end, etc. Quand vous leur parlez, globalement, quand même, vous les regardez dans les yeux. Et ça vient naturellement, en fait. C'est quelque chose que vous avez en vous. En fait, ce qu'il faut dire, Clara, c'est que le discours que vous faites, vous l'avez en vous, en fait. Vous l'avez travaillé. Et donc là, c'est juste le moment de dire ce que vous avez à dire. Moi, quand je fais un discours, si je dis ah, bonjour, je suis formateur, machin, je sais ce que j'ai à dire, en fait. Je l'ai en moi. Et donc, juste le fait, en fait, de le dire en regardant, ça va vraiment énormément aider. Le regard, en fait, c'est le moins naturel parce qu'on a peur parfois de regarder l'autre, mais c'est le plus important. Le jour, et c'est vraiment le plus dur. Hein. Moi, j'ai fait une école de prise de parole, d'art oratoire pendant 2 ans à Paris. Et, justement, c'était le plus dur. Le plus dur, c'est le regard, en fait. Parce que Victor Hugo disait les yeux sont le miroir de l'âme. Mais en fait, c'est vrai. Quand on regarde les gens, on peut plus se cacher. Mais c'est là qu'il se passe quelque chose, en fait. Donc, oui, c'est dur, mais c'est le plus important. Donc je comprends, mais voilà, en fait, c'est justement, c'est les distractions, ça fait partie, en fait, Clara, en fait, si quelqu'un rigole, bah, c'est cool, en fait. Peut-être que ce que tu as dit, c'est drôle, et donc, bah, tu rigoles avec lui, et puis voilà, on avance comme ça. Et puis Dani, on va évidemment revenir sur tout ça tout à l'heure, évidemment. Donc, je vous donne plusieurs conseils pour appliquer le regard. Donc, déjà, vous vous mettez en face d'une personne et vous le regardez pendant plusieurs secondes. Moi, je le fais énormément dans mon école d'acting parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas habitué à regarder les gens. On n'est pas du tout habitué à les regarder pendant plusieurs secondes. Et naturellement, ce qui va venir, c'est que vous allez vous mettre à rire un peu bêtement, vous allez sourire, vous allez être gêné. Donc en fait, il faut vraiment
casser le mythe du regard et la peur qu'il peut y avoir. Donc, faites vraiment cet exercice. Vous rentrez chez vous, ou chez vous, je sais pas, vous êtes sûrement chez vous. Vous prenez une personne et vous la regardez pendant 2 minutes. Et vous faites ça régulièrement. Pareil, quand vous avez une prise de parole à faire, au début, vous arrivez calmement. Et bim, vous prenez le temps vraiment de regarder l'auditoire en silence. Peut-être que vous allez regarder les personnes dont vous êtes proche, mais vous prenez vraiment ce temps. Et dans la rue, dans le métro, donc évidemment, vous ne faites pas non plus casser la figure, mais entraînez-vous à vraiment capter les regards des gens. Parce qu'en fait, la vie, c'est le contact, c'est le regard avec les gens. Donc vraiment, entraînez-vous à ça. Moi, s'il y a une chose que vous pouvez retenir de tout ce que je vous dis, et surtout qui est en fait le plus important et qui change la vie, c'est le regard, en fait. Vraiment. Ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est aussi le plus dur, en fait. C'est vraiment, je vous dis, c'est le plus dur, en fait. Mais c'est le plus important. Ensuite, il y a le corps dans l'espace. Donc, le corps dans l'espace, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que, bah voilà, souvent on dit qu'un comédien, en fait, c'est juste un corps dans l'espace. Et en fait, c'est vrai. C'est que souvent, on arrive sur une scène devant des centaines de personnes, bah, putain, on n'est pas bien, on n'est pas habitué, on se dit comment je mets mon dos, qu'est-ce que je fais de mes bras, mais encore une fois, c'est des choses qu'on apprend au fil du temps. Et donc, pour déjà permettre de faire redescendre le stress, il y a des techniques. Donc, vous, selon vous, vous positionnez comment votre corps dans l'espace lors d'une prise de parole en public? Voilà, c'est la question que je vous pose. Comment vous le positionnez? Est-ce que vous bougez? Dites-moi un peu, voilà, comment vous faites? C'est quoi vos techniques? Ok. Bien ancré au sol, hyper important. Ça, on va en reparler, mais c'est vraiment, vraiment la base. Pas statique du mouvement, ok. Il faut avoir du mouvement, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de mouvement parasite. Bouger un peu, pas forcément. Bouger les bras, oui, mais ça doit être naturel. Je bouge un peu, mais pas trop, et bien ancré au sol, ok. Ok. Bon, globalement, on va avoir envie d'être comme Ray Charles ou Gilbert Montagnier, il sourit sans cesse. Ok, bah Dany, c'est clairement, un bon retour en fait. Le sourire, c'est hyper important. Être souriant, bah, c'est la preuve qu'on est bien, qu'on est là, qu'on est avec son auditoire, qu'on prend du plaisir. Donc ça, c'est bien. Alterner position statique et mouvement. Donc en fait, bon là, voilà, je vais vous donner un peu les clés. Ne jamais tourner le dos, tout à fait. En fait, il ne faut pas se dire on alterne position statique et mouvement. En fait, le mouvement, il doit avoir lieu que s'il y a une vraie raison. Donc, en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait des conférences de 2 heures devant plusieurs personnes où j'étais les 2 pieds ancrés au sol pendant 2 heures. J'étais détendu, hein. J'avais les genoux un peu en mode position de skieur, un bon écart entre les jambes, mais j'étais ancré au sol. Et c'était pas du tout monotone parce que, en fait, on confond souvent le mouvement et le fait d'être dynamique. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, c'est pas parce que vous allez bouger dans tous les sens que vous allez être dynamique en fait. Au contraire, parfois vous pouvez même regarder certains TED où en fait honnêtement les gens n'ont pas les bons déplacements où sans aucune raison les gens bougent dans l'espace en fait. Mais si je vous fais un discours, que vous êtes en face de moi, que je suis en train de parler et que je fais des allers-retours dans l'espace ou que je tapote avec ma jambe, en fait c'est juste un mouvement qui est très parasite. Et donc ce qu'il faut se dire c'est que si vous décidez de marcher dans l'espace, il faut que ce soit complètement conscientisé et il faut qu'il y ait en fait une raison. Il faut qu'il y ait une raison à ce mouvement. Et franchement, pour moi, on commence à vraiment conscientiser le mouvement, bouger dans l'espace, que quand on est hyper à l'aise. Mais pour moi, peut-être la position que je peux vous dire de base, quand on prend une prise de parole au début, qu'on n'est pas 100% à l'aise, c'est vraiment déjà la verticalité. Ça s'applique aussi assis, c'est hyper important. Vous avez les 2 pieds ancrés au sol, avec une distance, les pieds pas trop écartés, les pieds pas non plus trop collés. Vous sentez que vous êtes à l'aise et vous avez les genoux un petit peu fléchis. Ça, c'est la position. Vous avez le dos qui est droit, la tête qui est droite, un peu comme si vous étiez en fait un petit bonhomme. Vous savez qu'on peut, en fait, on peut vous balader avec un petit fil, vous voyez? Se dire en fait comme si vous aviez un fil au-dessus de votre tête. Et ensuite, les bras, c'est plus dur à dire qu'à faire, mais vous les laissez vivre en fait. Les bras, ils doivent vivre absolument naturellement. Donc, coordonner ses mouvements avec ses paroles un peu à l'italienne. Donc, en fait, la différence, c'est que le problème, Anaïs, c'est que si tu. En fait, il ne faut pas réfléchir.
Si tu commences à te dire, il faut que je regarde les gens, que je garde mon discours, que je coordonne mes gestes et tout, c'est impossible. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que c'est naturel. Hein. Une prise de parole, c'est comme dans la vraie vie. Vous êtes ancré au sol, les deux pieds ancrés au sol. Donc la position, déjà, elle vous ancre. Parce que forcément, on est stressé, donc on a tendance à faire des mouvements parasites. Vous êtes ancré au sol. Et vos bras, vous les laissez vivre leur vie naturellement. Certains parlent beaucoup, d'autres non. Et au pire, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos bras, vous les laissez contre vos cuisses, remonter un peu, et voilà. Quelle différence entre la prise de parole en public et l'entretien individuel pour le travail? Donc, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que ça s'applique à Dani. C'est-à-dire que l'entretien individuel de travail, ou même là, moi, si vous voyez depuis tout à l'heure, je ne suis pas du tout contre ma chaise. À aucun moment, enfin, vous ne voyez pas mon dossier, mais moi, je suis au bord de ma chaise, en fait. Quand on est en distanciel, c'est pareil, en fait. Moi, depuis tout à l'heure, je suis au bord de ma chaise, les fesses au bord de ma chaise. Donc, j'ai mon dos qui est droit, vous voyez. Et j'ai les deux pieds ancrés au sol. Mes pieds, ils n'ont pas bougé. Hein. Mes deux pieds, ils sont ancrés au sol. Je m'imagine qu'il y a des racines. Et mes bras, bon, là, vous voyez, là, vous ne les voyez pas trop parce que c'était plus bas, mais si je baisse un peu, mes bras, je les laisse vivre naturellement. Et en fait, c'est ça que vous devez garder en tête. C'est que debout ou assis, vous gardez la verticalité, vous gardez les pieds ancrés au sol et vous laissez vivre vos bras. Ça, c'est crucial. Les exercices qu'on peut faire, donc il y a deux choses. Vous pouvez faire le texte dos au mur. Déjà, entraînez-vous. Vous vous mettez dos à votre mur et vous vous entraînez à faire votre texte. Donc déjà, vous allez prendre conscience de votre verticalité. Et ensuite, je vous ai donné une deuxième technique. En fait, c'est de danser. Parce que moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire des cours d'acting et de théâtre, c'est qu'en fait, en prise de parole, j'étais un peu raide comme un piqué et j'étais pas à l'aise avec mon corps, en fait. Parce que, enfin, je sais pas, ça dépend des gens. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui sont très à l'aise avec leur corps, qui ont eu l'habitude de danser beaucoup jeunes, qui ont fait des cours de danse. Et en fait, c'est génial. Parce que finalement, le théâtre, la prise de parole, c'est un art qui est global, en fait. Finalement, notre corps, l'homme un peu idéal, le comédien idéal, c'est celui qui sait chanter, qui sait danser et qui sait déclamer un texte, en fait. C'est ça le comédien idéal. Mais en fait, c'est aussi l'orateur idéal. Et donc, le fait de danser régulièrement, de vous aider à être plus à l'aise avec votre corps. Moi, tous les matins maintenant, par exemple, je mets 10 minutes mon casque et je la joue en mode danse libre. Je mets une chanson et je danse chez moi tout seul, je fais des trucs, je me laisse complètement aller. Et c'est un exercice qui est bon à deux égards. Le premier, c'est que ça vous aide à reprendre conscience de votre corps, ça vous aide à être plus à l'aise quand vous allez prendre la parole en public parce que déjà, vous avez conscientisé votre corps. Donc le jour où vous prenez la parole en public, déjà, vous êtes plus à l'aise avec vos bras. Si vous allez commencer à danser, à faire des trucs comme ça et tout, vous avez pris conscience que vous avez des bras. Et aussi, ça vous aide en fait à casser un peu le regard de l'autre. Vous vous dites, ok, je suis capable en fait de me laisser complètement aller dans ma chambre et tout, et je peux faire pareil dans la vraie vie. Donc ça, hyper important. Ok, ensuite la voix. La voix, on va, voilà. Avant que je vous donne un peu les techniques, vous, selon vous, qu'est-ce qui est important pour la voix? Vous vous dites, c'est quoi un bon orateur? De quoi on a envie pour vraiment être engagé dans un discours, suivre un orateur? Ok. Ok, en effet. Donc, il y a plein de choses. Il y a faire des pauses. C'est hyper dur. Hein. Parce que franchement, là, moi, je me rends compte, même moi, depuis tout à l'heure que j'ai commencé, j'ai fait très peu de pauses, très peu de silence. Parce que souvent, quand on est pris dans son énergie, on envoie. Le silence, c'est crucial parce que ça crée des ruptures. Et donc, ça crée du rythme. Avoir de l'énergie, parler avec enthousiasme, ok, une voix audible, ne pas réciter. Tout à fait. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis, Clara, parce que c'est le premier truc qu'on apprend quand on veut être comédien, c'est de ne pas réciter un texte. Et en fait, c'est le plus dur. Parce que dans la vraie vie, on parle naturellement, on ne récite pas. Et puis le jour où on doit déclamer un texte, on est perdu en fait. On se met à le réciter. Donc en effet, les trois choses principales, il y a projeter sa voix. Ça vient avec la respiration. Il faut absolument avoir une voix audible. Donc pas une voix où on n'entend pas. C'est vraiment, on projette sa voix, ça ne veut pas dire hurler en fait. On peut parler, on peut ne pas hurler, on peut même chuchoter un peu en projetant sa voix. Articuler, très 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 important, d'articuler, il faut que les mots soient audibles, très important, et mettre du rythme. Donc le rythme, en effet, ça vient avec les silences. Boum, là j'ai fait un silence de 2-3 secondes. À certains moments, vous faites des silences. Pas avoir peur du silence, c'est hyper important.
C'est pour ça aussi que je vous recommande de regarder votre public pendant quelques secondes au début en silence. Ça a deux effets positifs. Vous regardez le public, vous prenez votre temps, vous captez des regards bienveillants, vous leur souriez et vous êtes en silence. Vous vous ancrez dans l'espace et le silence est hyper puissant. Hein. C'est beaucoup plus puissant quand on est prof d'école d'un coup de se taire et de fixer les gens plutôt que de se mettre à hurler en mode ah, arrêtez, maintenant c'est fini et tout. Tout le monde s'en fout. Les silences parfois sont beaucoup plus éloquents. Et le rythme, c'est aussi varier les débits. Parler vite, parler lentement, parler très fort, parler plus doucement. Donc, 2 exercices peuvent être utiles. Pour l'articulation, il y en a 2 que je conseille. Un, c'est mettre un stylo dans la bouche. Donc ça, c'est pas évident. Moi, je l'ai beaucoup fait, donc je suis de plus en plus à l'aise. Bah là, j'ai un stylo dans ma bouche. En fait, vous vous forcez à être capable d'articuler en ayant le stylo entre vos dents. Et ça, si on a certains d'entre vous qui ont des problèmes d'articulation, c'est vraiment, vraiment très bénéfique. Ensuite, vous pouvez aussi prendre un texte et vous le surarticuler. Vraiment, vous surarticulez votre texte. Que ce soit too much, mais vous le surarticulez, vous faites vraiment rentrer les mots dans votre tête. Ça, c'est excellent aussi. Ensuite, pour l'articulation, bon, il y a un livre que moi j'adore qui s'appelle Déclamation, école du mécanisme de Paul Gravollet. Donc, je vous enverrai la presse et vous verrez si vous voulez l'acheter, quoi. Il coûte pas très cher en plus. Il y a des phrases qu'on peut répéter, des phrases qui sont un peu compliquées, qu'on répète. Je ne sais pas, l'assassin sur son sein suçait son sang sans cesse. Il y a plein de types de phrases comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre. Vous trouvez plein de phrases de ce genre sur Internet. Ça, c'est bon pour l'articulation. Ensuite, pour aussi être plus à l'aise avec votre voix, savoir où vous pouvez aller, il y a des exercices que je conseille. Donc là, vous les voyez. On ne va pas tous les faire. Là, ça peut être commencer sur un A médium. Donc, vous inspirez. Et ensuite, vous vous lancez. Ah. Boum. Vous faites ça autant de secondes que vous voulez. Et ensuite, pour travailler votre voix, vous faites des variations. Par exemple, vous commencez faible et vous allez très fort. Et inversement. Et vous mélangez tout. Donc, par exemple, imaginons, moi, je commence doucement. Je fais. Je m'arrête là, mais vous avez compris l'idée. Je peux aller de plus en plus loin. Et ça vous aide en fait à travailler l'amplitude de votre voix. Ça vous aide aussi à améliorer votre souffle. Et pour le souffle, il y a aussi un exercice qui est très bon. C'est vous prenez un texte et vous vous forcez à aller le plus loin possible sans reprendre votre respiration. Et vous verrez avec le temps que vous serez de plus en plus à l'aise. Donc voilà, bon, ça c'est des exercices qui peuvent être utiles, mais surtout, il faut garder en tête, la respiration, c'est crucial. Vous devez respirer avec le ventre. Parce que sinon, vous allez vous casser la voix. Ça, c'est hyper, hyper important. Si vous respirez avec votre gorge, avec vos cordes vocales, si vous parlez avec vos cordes vocales, vous allez vous éclater les cordes vocales. Moi, tout vient de mon ventre. Est-ce qu'il y a des chanteurs parmi vous? S'il y a des chanteurs, je suis sûr qu'ils apprennent que le plus important, c'est de commencer à chanter avec son diaphragme, en fait. Tout part du ventre. Donc, en fait, vraiment, il faut se dire que l'expiration, votre ventre, il se dégonfle. Donc, à l'expiration, votre ventre, il peut toucher votre dos. Vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous expirez. Silence, boum. Votre ventre, il se regonfle à l'inspiration. Tout part de la respiration ventrale. Hyper, hyper important. Bon, ensuite, on avance, parce que je vois le temps qui file. Donc, le fond du discours. L'exemple du pitch. Là, on a vraiment parlé de tout ce qui était les techniques verbales qui sont, on l'a vu, 90% de votre prise de parole, de votre conviction, de votre impact. Donc déjà, dites-vous que ça, c'est vraiment le plus important. Regard, position dans l'espace, voix. Vraiment, ça peut sembler facile, mais en fait, le regard, moi, je pense que j'ai mis peut-être 2 ans à vraiment comprendre et appliquer ce regard. Regarder pendant 1 heure non-stop son public, alterner, regarder avec bienveillance, vivre avec eux, comprendre ce qui se passe, adapter son discours en fonction du public, c'est hyper, hyper dur. Mais c'est la façon d'avoir vraiment une prise de parole qui soit brillante, éloquente. Donc là, je vais vous donner quelques petits tips. Je vais les faire assez vite parce que j'aimerais bien laisser 5 minutes à la fin, vraiment sur le fond du discours.
Donc là, peut-être que je vais moins vous faire interagir pour qu'après, on puisse poser des questions si vous en avez. Déjà, la base, c'est que vous devez toujours vous demander, dans n'importe quelle prise de parole, vous êtes qui? En fait, vous prenez la parole au nom de qui êtes-vous? Là, aujourd'hui, je suis formateur en prise de parole en public. Peut-être que demain, je vais prendre la parole en tant que comédien. Peut-être qu'après-demain, je vais prendre la parole en tant que formateur et coach en développement personnel pour présenter mon livre Déchaînez-vous. À qui je m'adresse? On ne parle pas de la même manière en fonction du public. Et là, le plus important, en fait, c'est pourquoi je prends la parole. Pourquoi je raconte mon histoire. En fait, moi, je suis vraiment persuadé qu'on a une chance infinie, déjà de pouvoir parler, de pouvoir exprimer nos convictions. Et en fait, j'ai pas envie d'entendre des gens qui me parlent de choses qui ne leur tiennent pas à cœur, en fait. Ou bien qui ne s'engagent pas émotionnellement, qui ne disent pas, qui ne parlent pas d'eux, en fait. Pourquoi ça me touche? Par exemple, moi, c'est tout bête. Timothée, au début, il a dit, voilà, j'ai décidé de me recentrer sur moi, je ne venais pas de ce milieu, j'ai mes 2 parents qui sont psy. Bah, il me parle de lui, en fait. Et il m'engage dans son discours. Et direct, en racontant ça, il crée de l'empathie avec ses interlocuteurs. Parce que en fait, il dit pourquoi lui ça le touche, pourquoi il a créé ça. Ça, c'est hyper important. Donc ensuite, voilà, exactement, Dany, c'est ça. Dire qu'on va donner un cadeau aux autres. Je suis tout à fait d'accord. Donc vraiment, après, quels sont mes 3-4 messages principaux? Bon, je vais assez vite sur tout ça, parce que j'ai envie qu'on puisse finir et prendre les questions. Et ensuite, on n'écrit pas. On n'écrit pas ce qu'on va dire. La prise de parole en public, c'est de l'oral. Entraînez-vous devant votre caméra. Filmez-vous et vous redites ce que vous voulez dire. Et vous verrez qu'en vous entraînant au fur et à mesure, naturellement, il y a des nouvelles choses qui vont venir. Vous allez vous regarder, vous allez vous dire « Ah mais non, en fait, je ne suis pas éloquent. » Parce que ça ne sert à rien d'écrire, en fait. Écrivez 2-3 idées comme ça, mais on n'est pas en train d'écrire un livre. La prise de parole, c'est vivant. Il y a des choses qui passent très bien à l'écrit, qui ne passent pas à l'oral. Donc vraiment, écrivez-vous et entraînez-vous. Entraînez-vous. Bon, les ingrédients utiles d'un bon pitch. Je vais passer assez vite, mais 3 éléments cruciaux. Pathos, ethos, logos. Le pathos, c'est l'émotion. C'est vraiment parler. Tout simplement veut dire libération. Excuse-moi, j'ai entendu quelqu'un parler. parler. Pardon, ouais, c'est moi, il y a eu un petit bug. On est bon. Ok, d'accord, pas de souci. Donc ensuite, le pathos, c'est vraiment l'émotion. Je vais vous donner 2 exemples. Et vous allez me dire ce qui vous touche le plus. Donc moi, j'habite à Marseille. Pour peut-être certains l'ont compris, j'habite à Marseille comme Timothée. Et j'ai une boulangerie près de chez moi où j'ai l'habitude d'aller. Et ça fait des années que j'y vais. Et en fait, j'ai une SDF qui s'appelle Catherine, qui est, voilà, qui est devenue, je peux dire presque voilà, une amie, une compagnon, avec qui j'échange régulièrement. Et voilà, quand elle est là, j'ai l'habitude, je sais pas, soit de lui acheter un pain au chocolat, voilà, de prendre de ses nouvelles et quand je peux lui donner aussi une petite pièce. Et mais surtout voilà, d'échanger avec elle. Et en fait, il y a quelques semaines, je suis arrivé devant ma boulangerie comme d'habitude et en fait, Catherine n'était pas là. Et j'ai parlé avec la boulangère et j'ai appris que Catherine était décédée pendant la nuit à cause du froid. Et suite à ça, j'ai décidé de créer une organisation pour aider tout simplement les SDF à trouver un logement pour que plus personne ne décède dans la rue à cause du froid. OK, c'est ma première histoire. Ensuite, vous allez me dire lesquelles des 2 histoires vous ont le plus touché. OK, deuxième histoire. Deuxième histoire, voilà, je sais pas si vous savez, mais il y a 10 000 personnes qui chaque année meurent à cause du froid. C'est dingue, on s'en rend pas compte. C'est vraiment problématique. Et donc, je pense qu'on peut pas, dans notre société aujourd'hui, laisser des gens mourir de froid. Et moi, c'est pour ça que je me suis engagé. J'ai créé une organisation, une association qui s'appelle Plus jamais dehors, pour justement permettre à tous les SDF de trouver des places soit chez des particuliers, soit dans des foyers, pour qu'ils ne soient plus dehors. Ok, dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus touché? Qu'est-ce qui vous a le plus touché, la première ou la deuxième histoire? Ok. Ok, bon, après on va quasiment s'arrêter là. En gros, je voulais vous montrer la puissance de l'émotion
et de l'histoire incarnée, en fait. Cette histoire, elle n'est pas vraie. Enfin, elle est sûrement vraie. Je pense qu'il y a des centaines de personnes qui ont eu ce cas-là, malheureusement. Mais moi, elle ne m'est pas arrivée personnellement. Mais c'est pour vous montrer la puissance, en fait, du pathos, en fait. De vraiment parler, de parler d'histoires qui sont vraies et qui nous touchent, en fait, et de mettre de l'émotion. Et le pathos, c'est ça, en fait. Mélangé avec aussi du storytelling, où je vous ai raconté une histoire personnelle, quoi. Une histoire qui, moi, me touche. Donc voilà, là, vous avez compris la puissance du pathos. Ensuite, l'éthos et le logos, juste pour conclure, mais je vous enverrai la presse. L'éthos, c'est la crédibilité du personnage et du contenu. C'est par exemple, avant de prendre une prise de parole, je sais pas, en un oratoire, je vais dire, OK, je suis formateur en prise de parole en public. J'ai accompagné 500 personnes au cours des 3 dernières années, notamment des grands groupes du CAC 40 comme Engie, mais aussi des startups qui croissent très vite comme Mano Mano. J'ai accompagné des entrepreneurs, des hommes politiques. Voilà, en fait, c'est comment je crédibilise mon personnage et mon contenu. Et le logos, c'est vraiment la logique. Par exemple, OK, je suis pour le maquillage pour les petites filles pour 3 raisons. 1, 2, 3, etc. Je vois le temps qui file, j'ai envie qu'on puisse interagir un peu. C'est quasiment fini. Vous avez compris, voilà, vraiment le storytelling, c'est hyper important pour moi. C'est comment, en fait, on crée une connexion émotionnelle avec son public. Je suis persuadé que tous, là, si vous êtes indépendant, entrepreneur, que vous avez créé des projets, parce que, pour une raison qui vous touche personnellement. Parce que vous avez une histoire de vie qui vous a emmené ici. Et en fait, si vous faites un pitch devant des gens, si vous vous présentez, moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre. J'ai pas envie d'entendre quelque chose de désincarné. J'ai pas envie d'entendre des grands concepts. J'ai envie d'entendre ce qui vous touche dans ce que vous faites. Ça, c'est hyper, hyper important. Donc, le plus important, ça reste évidemment de s'entraîner. C'est la base. De toute façon, on ne peut devenir meilleur dans un domaine qu'en s'entraînant. Moi, vous l'avez compris, donc je fais des formations, donc des ateliers en prise de parole en public dans les entreprises, dans les écoles. J'accompagne aussi des particuliers, pas énormément, mais quelques particuliers. Donc, si vous, souvent, je fais des accompagnements de 3-4 sessions d'1 heure et on peut vraiment, c'est quelque chose que moi je trouve très très puissant parce qu'en fait, en 3-4 sessions, on peut vraiment travailler et faire progresser énormément la personne en face. Et je vois vraiment une énorme différence sur finalement 3-4 séances d'1 heure. Il y a des différences qui sont énormes parce que déjà en termes de prise de confiance, de ses capacités, on se rend compte en fait des forces qu'on a en nous qu'on n'avait pas forcément pris en compte. On se met à plus oser. Je vais donner des exercices qui vont vous aider. Et aussi, on va retravailler le discours. Et en fait, quand on commence à comprendre la logique du discours, moi vraiment ma technique, c'est un peu de méthode, un peu de théorique. Bon, comme là, vous avez vu ce qu'on a fait. Et beaucoup de pratique. Bon, là, malheureusement, le format, c'est des interactions plus par chat et vous ne pratiquez pas directement. Mais sinon, moi, mes formations, c'est que de la pratique, quasiment, quoi. Que de la pratique où vous passez sur des sujets, soit sur une présentation, soit sur un pitch. Et moi, je vous fais vraiment des retours et on essaie vraiment de dégager votre style d'orateur et de voir ce qui est pertinent pour vous. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Là, j'ai mis un lien Calendly. Tu peux essayer de le mettre dans le chat si tu veux. Ouais. Merci beaucoup, Aubry. En tout cas, c'était super, super intéressant parce qu'effectivement, il y a des choses qui m'ont marqué là, notamment au départ, quand tu disais que notamment 60% le fait de convaincre les personnes, ce que j'avais noté là, c'est par le langage du corps, 30% par les inflexions de la voix et 10% seulement par les mots eux-mêmes. Donc, on voit effectivement, c'est vraiment l'énergie que l'on va mettre dans son discours qui va faire toute la différence. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, si on n'est pas totalement impliqué dans son discours et qu'on ne parle pas finalement de ce qui nous touche, et ben, ça va être compliqué effectivement de fédérer autour de soi. Moi, souvent, j'ai tendance à dire que l'entrepreneur, c'est celui qui a la capacité de créer un réseau autour de son projet, que ça soit via des partenariats, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit via YouTube, ou voilà, il y a encore plein de leviers. Et c'est vraiment cette capacité à prendre la parole, à expliquer les choses de manière claire, pragmatique, simple. Et puis, voilà, pourquoi elle touche. Souvent, je dis aussi que les gens, ils achètent évidemment votre service, mais ils vous achètent également vous.
et ils achètent surtout pourquoi vous le faites. Donc, ça rejoint effectivement ce que tu disais sur le fait effectivement de parler aussi de ce qui nous tient à cœur et pourquoi c'est important. N'hésitez pas là, si on a peut-être encore 5 minutes, si vous avez quelques petites questions en plus par rapport à Aubry, si vous voulez qu'il vous réponde, n'hésitez pas. Vous pouvez poser des petites questions effectivement dans le chat. Aubry, peut-être tu peux réussir ou tu peux me l'envoyer, sinon tu peux copier-coller ton lien Calendly dans le chat également. Ouais, tout à fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai arrêté le partage pour pouvoir avoir accès à ma presse. Donc, je vais prendre le lien Calendly. En gros, donc, juste avant de prendre les questions, n'hésitez pas, ajoutez-moi sur LinkedIn, suivez-moi sur LinkedIn. C'est là que je poste la majorité de mes actualités. Un peu aussi Facebook et Instagram, certains événements si ça vous intéresse. Mais sur LinkedIn, je suis assez actif et je fais aussi des ateliers parfois plus développement personnel. Donc, n'hésitez pas. Et en effet, ceux qui ont vraiment envie d'un accompagnement plus personnel, prenez, si vous voulez, un créneau dans mon calendrier. On en parle et après, voilà, on peut lancer un coaching. Et voilà, bon, en tout cas, moi, j'étais super content de faire ce petit webinar. Et du coup, merci beaucoup, Tim, de m'avoir permis aussi d'interagir comme ça. Et là, si vous avez quelques questions, il reste 5 minutes. Moi, je vous réponds avec grand plaisir, quoi. Super, Aubry. Oui, n'hésitez pas à poser vos dernières questions ou à prendre un rendez-vous avec lui si vous avez envie de conseils plus personnalisés. Je vous envoie aussi la page de notre Instagram Indépendant mais pas seul. Pourquoi? Parce que c'est là où on va poster, vous voyez, tous les ateliers que l'on fait, les prochains ateliers. On donne pas mal d'astuces aussi. Je fais de plus en plus maintenant des petites vidéos live. Je vous fais des petits carousels pour vous donner aussi des outils hyper pratico-pratiques, des ressources gratuites. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à nous suivre là-dessus. Mais en tout cas, Aubry, oui, c'était super et ça complète vraiment bien effectivement ce que je dis aussi moi aux gens que j'accompagne. Et effectivement, toi, on sent que tu as une expertise encore plus développée sur cette partie prise de parole en public. Mais c'est super intéressant. Et voilà, c'est vrai que la seule chose qui manque finalement, c'est vous, là, les indépendants. C'est vrai que Aubry, mais peut-être on en refera un avec potentiellement la possibilité que vous passiez sur scène et que vous vous présentiez. Ça serait super intéressant. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Et génial. Écoutez, ceux qui ont des questions, c'est le moment. Il reste 5 minutes, donc n'hésitez pas à demander tout ce que vous voulez. Ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Et merci pour vos retours, ça fait vraiment plaisir, c'est cool. Je suis content que ça vous ait été utile en tout cas. Pas de questions, que des remerciements. Top, ça m'intéresse, dit Sophie. Dani qui dit merci pour tout, j'ai pris mes notes, à très bientôt. Super. Pas de questions, merci. Ok, écoute, apparemment, tu as été super clair, je crois. Combien dure en moyenne le coaching? Ok. Et Sophie, il y a plusieurs formules. On peut très bien faire juste une session. Mais globalement, moi, ce que je recommande, c'est de faire 3-4 sessions d'1 heure. Mais honnêtement, en fait, c'est assez rapide parce que en 3 sessions d'1 heure, c'est hyper puissant ce qui se débloque. Et tu vois, 3 sessions d'1 heure, si on le fait aller toutes les 2 semaines, ça veut dire qu'en un mois et demi, déjà, tu as vraiment beaucoup amélioré ta prise de parole en public. Tu repars avec plein de tips et surtout, tu as pratiqué, quoi. Donc, ça, c'est hyper important. Pour moi, en fait, c'est comme tout. On ne peut progresser qu'en pratiquant. Et évidemment, c'est intéressant dans le coaching de pratiquer ensemble puisque moi, je vais vraiment pouvoir vous accompagner au mieux, quoi. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, Timothée, On est tout bon. Super. Écoutez, merci encore les indépendants. On va clôturer là. De toute façon, vous avez accès au replay si besoin. Normalement, si vous avez besoin de revoir quelques petites astuces. Et puis, n'hésitez pas effectivement à revoir, à prendre rendez-vous avec Aubry si vous avez envie de discuter un petit peu avec lui et voir s'il peut vous aider. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Restez au courant. On vous envoie très prochainement effectivement les thèmes de nos prochains ateliers. Voilà, et puis en espérant que ça vous aide à avancer dans vos différents projets. Voilà. Allez, écoutez, bon appétit à tous. Et puis, on se dit alors à très vite. Et encore merci Aubry. Avec plaisir, Tim. Merci à toi pour l'invite. Et merci beaucoup à tous d'avoir pris le temps pendant 1 heure
de suivre ce webinaire et je suis heureux que ça vous ait été utile. Au revoir les indépendants.